Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Bon, je poursuis encore sur un DVD de la PCW, mais pas de la Preston City Wrestling, vu comment c'est un autre nom, et auquel je vais vous montrer directement. Donc ce serait PCW pour Pacific Coast Wrestling, avec le logo Pro Wrestling, où il est marqué Catch, Lucha, Puroresu. Et il est aussi connu pour avoir le nom de PCW Ultra. Donc au moins ce qui est dit est dit. Même moi j'étais persuadé c'était la Preston City Wrestling, mais finalement pas du tout. Donc petite erreur de ma part, mais au moins ça en valait le coup. Donc là on peut voir les personnes qui sont impliquées. Par exemple je reconnais Jacob Fatou, le regretté Kevin Sullivan, Alexander Hammerstone, euh, The Almighty Chic. Lui, je l'ai oublié son nom malheureusement. Sami Callihan, MVP. Penta El Zero Miedo. Sami Callihan, ça j'ai déjà dit. Et Rob Van Dam. Donc voilà. Pour ne citer que. Et de derrière, il n'y a rien d'écrit malheureusement. Donc il n'y a rien d'écrit à part une demande de place de billets pour assister à un show de la PCW avec Penta, Rob Van Dam et John Morrison. Donc c'est un peu décevant quand il n'y a rien d'écrit, mais moi j'ai tout écrit dans ma feuille. Et tout ce que je peux dire, ben, on commence direct avec du plus lourd pour commencer la soirée, entre deux luchadors, si on peut appeler ça comme ça, même si l'un est américain, l'autre est mexicain. Donc Pentagon Junior, Penta El Zero Miedo, contre Flip Gordon. Alors je me rappelle que c'était vraiment passionnant ce match-là, parce que là on avait deux High Flyers, l'un qui ne fait tout le temps que zéro miedo, donc en faisant comme ça, zéro miedo, et l'un qui fait des flips dans tous les sens, des sauts carpés, parce que je me rappelle dans ce type de match, avant que ça commence à partir en, en accrochage direct, eh bien ben, Penta voulait mener son attaque même au sol, mais mais pour Flip Gordon, sa seule technique de défense, c'est faire des feintes en saut carpé en guise de défense. Donc il ne faisait ça à répétition, jusqu'à ce que la bonne occasion pour bloquer dans l'une de ces fameuses feintes, auxquelles Penta a été directement piégé. Mais sinon, tout le reste du match a été que des spots sur spots et en guise de réveiller la foule. Mais dans ce type de match, je me demandais qui était face, qui était heel. Parce qu'on peut dire Pentagone, qu'on voit dans le triangle, certes c'est un luchador, on a envie de l'apprécier, mais il a un comportement de heel. Donc quelque part, moi je l'aurais un peu détesté, mais bon, le public était en feu derrière lui, à chanter tout le temps Zéro Miedo. Donc bref, ça tue un petit peu la logique de tout le déroulement du match. Mais après, maintenant, on dit que maintenant, face ou heel, plus rien n'a plus d'importance, vu comment on est dans une nouvelle ère. Et qu'on est dans les indies, on fait ce qu'on veut. Ouais, mais après, je ne suis pas forcément toujours d'accord avec cet avis-là. Pas toujours. Dans le match, finalement, certes, Flip Gordon a été courageux, mais il se fait stomper par Pentagone. Parce que c'est Penta qui fait un coup de grâce à la manière de Finn Balor pour remporter le match. Oui, il fait un coup de grâce à la manière de Finn Balor. Je ne suis pas en train de vous mentir, vu comment c'est un fait. Je sais qu'il a le package pal driver et de nombreuses prises dans son arsenal, mais il utilise le coup de grâce. Et du coup, pour le déroulement du match, je lui mets un 3,50. Que demander de plus? Et le deuxième match, cette fois-ci, ce sera le frère de Penta, donc Rey Fenix, qui va affronter un autre luchador, parce que là, c'est vraiment un match pur luchador, entre Extreme Tiger, ouais, Extreme Tiger, Rey Fenix contre Extreme Tiger, auquel ça a été que du match lucha.
Donc Lucha Libre Styles. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien pourquoi dans ce show, en plus j'avais oublié de citer le nom, c'est High Tide. Je crois que c'est un genre de d'événement chaque année, je pense, et que c'était en 2017 parce que j'ai dû voir dans le site Cage Match, un peu comme j'ai fait dans les différents shows que j'ai dû m'attaquer. J'ai dû aller sur Cage Match, qui est un peu l'équivalent de Wikipédia, mais on peut appeler ça un Wikipédia spécialisé en catch. Et sinon, voilà, j'ai dû aller me renseigner. Mais dans ce match-là, il n'y a rien, y a rien de mieux à dire que c'était du match lucha, avec un public qui était en feu, qui était à fond, mais que c'est Rey Fenix qui remporte le match avec son pile driver modifié. Et auquel c'est un 3,40. Voilà. Et par la suite, le troisième match, ben, c'est un match de big men. Enfin, pas des géants, mais des personnes, certes, avec une corpulence assez, assez énorme, mais qui sont quand même impressionnants. Donc, je vais vous parler de Willie Mack contre Keith Lee. Alors, vous connaissez Keith Lee, je suis sûr, ou je suis presque certain. Vous saviez que Keith Lee, il est peut-être certes gros au niveau de la corpulence, mais talentueux sur le ring. Et je ne vous dis pas des paroles en l'air, vu comment c'est un fait, vu comment, comme il dit, il est limitless, il est, il est limité à tout faire. Et pareil un peu pour Willie Mack, il a un peu ce côté Keith Lee en lui, mais, euh, mais après, est-ce que tous les deux sont assez massifs, Willie Mack et Keith Lee, je ne sais pas malheureusement. Après, peut-être que Keith Lee, certes il est gros mais il est massif, mais Willie Mack, on dirait qu'il a quand même, il est quand même un peu moins, bah, moins massif que Keith Lee. Et pourtant, c'est aussi un gars qui peut tout faire, hein, vu comment on a affaire à deux Afro-Américains, certes, mais qui savent un tout petit peu voltiger, parce qu'ils vont pas faire des grosses voltiges, mais je me rappelle qu'ils nous ont sorti un spot fest digne du catch mexicain, donc du pur lucha, qui fait réveiller la foule en disant oh putain, mais certes ils sont peut-être gros, mais ils savent faire ce qu'ils savent faire. Et ça, pour le coup, je respecte. Je respecte vraiment ça. Après, ça s'est parti en enchaînement de grosses prises sur grosses prises. Et ce qu'on peut rappeler à propos de ce match, enfin, ce que je me rappelle, et peut-être que vous allez peut-être vous en souvenir si jamais un jour vous l'achetez ce CD là, parce que je pense que c'est une exclusivité. Après, je me trompe ou pas, mais WrestleCrate, parce que le Atto de Bollards de la PCW de Preston City Wrestling, il y en a un qui vient de WrestleCrate et auquel je vous avais oublié de préciser. Mais dans ce match-là, je peux me rappeler qu'il y avait une corde qui avait lâché et c'était la deuxième corde qui avait lâché pendant ce match. Donc pendant ce temps-là, les deux catcheurs ont dû se débrouiller avec une corde en moins. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver, hein. Un souci technique de corde qui est mal réglé, ça, c'est des choses qui peuvent arriver, hein. Mais bon, ça ne les a pas empêchés de continuer le match et à terminer le match, hein. Clairement. Parce que même moi, j'étais persuadé que ce serait Keith Lee qui remporterait le match, mais finalement, c'est Willie Mack après un enchaînement de moonsault et de shooting star press. Et ce qui est impressionnant, c'est que certes, les deux, ils savent faire des moonsaults, mais un shooting star press, parfois, ils arrivent à faire sans élan, hein. C'est ça qui est impressionnant avec Willie Mack et Keith Lee, hein. Mais c'est Willie Mack qui finit le match, hein, en faisant un stunner pour la victoire. Et à la fin, ben, les deux, ils se serrent la main en guise de respect. Un peu comme avec Rey Fenix Extreme Tiger. Avec Penta, c'était pas du tout la même rengaine, vu comment Penta, lui, clôture ben, son segment avec une balayette envers l'arbitre. Alors qu'il est censé être gentil et pas méchant. Mais bon, de toute façon, incompréhensif sur incompréhensif, mais que là, entre Keith Lee et Willie Mack, là, c'était compréhensif.
Après, vous allez peut-être dire que je me trompe, hein, mais clairement pas. Pourtant, ce match-là, je l'aurais mis plus haut, mais je me dis quelque part peut-être un 3,60, ce serait un peu mérité. Bon, après, je l'aurais mis plus, hein, je l'aurais mis un 3,70, 3,80, mais j'ai décidé de mettre la note comme ça. Et par contre, désolé si jamais vous entendez quelques bruits par-ci par-là, que ce soit le bruit de la télévision de la chambre de mon père du salon de ma mère, ou des petits bruits comme de rôles, de pète. Ça peut arriver parfois dans les vidéos parce que souvent j'entends des bruits, mais la plupart des gens ne disent pas pardon. Alors que moi, quand je rote ou je pète, moi je dis pardon. Mais bon, ça c'est rien du tout, hein. C'est juste si jamais vous entendez du bruit, prêtez pas attention. Ne prêtez pas attention. Concentrez-vous sur ma voix si vous préférez. Maintenant, ben, c'est un match par équipe de 6 cette fois-ci. Alors, l'équipe des War Beasts, donc équipe composée de Jacob Fatou, Almighty Chic et de Brody King, qui étaient accompagnés par Kevin Sullivan et la meuf qui crache du feu et un autre mec en costard, auquel malheureusement je ne connais pas leur nom. Désolé. Et ils affrontent les Los Luchas, donc Phoenix Star, Zocre, ouais, je crois que c'est Zocre, et un version Wish de Michael Ace, Hunter PS Ace. Donc un qui s'est inspiré des Freebirds, ou peut-être soit un hommage ou une moquerie des Freebirds. Mais je sais pas pour vous dire, hein. Tout ce que je sais, c'est une version Wish, version du pauvre, version Monoprix, version Leader Price de Michael Ace. C'est tout ce que je peux dire comme parole. Gros bordel. Un gros bordel ce match-là, vu comment tous les coups étaient permis et auxquels ben, on avait du mal à suivre. Enfin, j'avais du mal à suivre. Et tout ce que je peux dire, c'est que ben, c'est les Warbeasts qui clôturent le match avec le Chic, donc le O'Malley Chic, qui fait un camel clutch sur Hunter Ace, ou PS Ace si vous préférez. Donc c'est lui qui clôture le match par abandon, tandis que Jacob Fatou et Brody King faisaient que de la démolition. Parce que oui, vous voyez bien, Jacob Fatou, il catchait dans le circuit indie, que ce soit la MLW, la PCW, la GCW, ou d'autres promotions auxquelles il est passé avant d'y aller à la WWE. Donc c'était lui avant la WWE. Et pour Brody King, ben, lui, il catchait dans les structures pareilles, jusqu'à aller à la NJPW Strong du côté US. Et il termine avec ben, quelque part la PWG et bien sûr la EW. Donc voilà tout. Pourtant, ce match-là, c'est un 3,40. Et pourtant, même si le match est terminé, ben, l'équipe des Warbeasts continue leur démolition. Voilà comment on peut résumer à ça. Donc c'est assez simple à détailler. Et maintenant, ben, un autre match simple, auquel cette fois-ci, rien n'est physiquement, on va dire, centré sur une stipulation. Et au passage, certes, la deuxième corde, il l'avait réparée au cours du match, mais bizarrement, il avait aussi une première corde qu'à lâcher. Donc je me dis, c'est quoi ces bêtises? Pourquoi est-ce que la deuxième corde, vous avez su la réparer? Et pourquoi la première corde n'a pas été installée? Ou alors peut-être que j'ai une petite théorie, même si c'est un petit détail toute babette. Peut-être que la deuxième corde était impossible à la réparer parce que ils n'avaient pas le temps de réparer alors que le show doit continuer et qu'ils ont préféré de mettre la première corde sur la deuxième corde. Enfin, la première corde au niveau du deuxième. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Détail tout simple, hein, même si je ne suis jamais centré sur les détails, mais je préférais de le dire. Donc je passe à un match suivant, comme je vous l'ai dit. Sami Callihan contre Jeff Cobb.
Ce match-là, c'était aussi plein de techniques et de prises. Et quelque part un peu centré sur le côté badass entre Kalien et Cobb. Donc, je sais pas si vous saviez qui c'est Sami Callihan, parce que Sami Callihan, c'est lui, avec une tête de détraqué et des cheveux qui partent dans tous les sens. Et Jeff Cobb, ben, c'est celui auquel j'avais déjà cité à plusieurs reprises, et auquel c'est un mec très très massif. Certes, il est peut-être énorme, mais il est très massif, et auquel ben, il peut faire des énormes grosses prises, et quelque part un technicien dans l'âme, hein. Donc, donc là, on a affaire à du très très lourd dans ce match-là. Très 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 lourd. Euh, c'était de la pure démolition, pure technique. Voilà comment on pourrait résumer à ce match-là, parce que tout est allé un peu partout dans tous les sens, et auquel le public était à fond, du début du match jusqu'à la fin. Mais sinon, un match très passable. Donc il peut être considéré comme le meilleur aux côtés de Willie Mack et Keith Lee, sans, sans faire de compromis. Euh, c'est vrai que quelque part, Kalien, il avait le match, il avait le choix d'en finir. Jeff Cobb aussi avait le choix d'en finir très rapidement. D'ailleurs, il a été très surconfiant. Pas à ce point-là, mais il était confiant, qu'il était persuadé que avec sa force physique, et je crois qu'il a déjà fait les Jeux Olympiques, si je me trompe pas, Jeff Cobb. Parce que je crois qu'il a déjà fait les Jeux Olympiques, c'est pour ça auquel ben, c'est un vrai lutteur d'exception. Après, il a peut-être pas remporté de médaille d'or, mais au moins il a fait les Jeux Olympiques. C'est tout ce qu'on peut retenir. Mais bon, après avoir essayé de faire le tour des îles, parce qu'il appelle la prise The... Attends, je l'avais dit... je l'avais dit la dernière fois dans la PWG, mais je ne sais plus. C'était Island Driver ou Island The Road... peut-être The Road Island, peut-être. Je ne sais plus, mais en tout cas, il voulait faire sa prise là, mais Sami Callihan a retourné la situation pour transformer en crucifix bombe, et qu'il fait le tomber en surprenant Jeff Cobb. Donc c'est victoire de Sami Callihan, et que c'est un 3,60 au même titre que Keith Lee et Willie Mack. Ensuite, ben, plus que deux matchs, après c'est terminé. Un match à 3, donc three-way dance, pour le titre light heavyweight de la PCW, entre Mister 450, donc pour 450 splash, contre Alexander Hammerstone, et contre Douglas James, pardonnez-moi. Un match avec de la testostérone pour Hammerstone, de la rapidité de 450, et le côté fougueux de Douglas James. Spécialement, c'est pas un match auquel on peut s'attendre à de grandes choses, à part créer une petite surprise quelque part dans le genre. Pourtant, malgré le physique imposant et le côté impressionnant que peut imposer Hammerstone, quelque part il avait vraiment le match en main, mais vu comment c'est un, on va dire, un powerhouse, un vrai powerhouse. Je crois qu'un powerhouse ne serait jamais champion light heavyweight, vu comment un gars de son gabarit mériterait d'aller dans le côté poids lourd. Après, c'est ma façon de penser. Et pourtant, c'est pas lui qui se fait surprendre, vu comment c'est Douglas James. Ou alors peut-être que je me trompe, parce que je sais que je l'avais regardé, j'avais gardé la veille, le match là, j'avais regardé la veille, et auquel je sais que c'est Mister 450 qui remporte le match en surprenant son monde. Et auquel je lui mets un 3,5, forcément. Et je crois que ça peut se terminer là-dessus, sur ce match-là. Et maintenant, on passe au main event, donc pour le titre du monde poids lourd de la PCW. Et pas de Preston, comme je l'ai dit, mais de Pacific Coast Wrestling. Donc voilà. Rob Van Dam, RVD, contre Mantel Van Terrius Porter, MVP,
Avant que le match débute, eh ben, on a l'entrée de John Hennigan, qu'on connaît bien sûr sous le nom de Johnny Hennigan, John Morrison, Johnny Nitro, Johnny Elite, Johnny TV, Johnny Mundo, Johnny Impact, Johnny Caballero, Johnny Bloodsport, Johnny Superstar, Johnny Blaze, enfin, tous les pseudonymes que John Morrison a accumulés au cours des circuits indie. Et bref, on peut l'appeler n'importe quel nom. Pour les fans de catch de la WWE, on l'appellera toujours John Morrison, mais on peut se contenter de l'appeler John Hennigan, de son véritable nom de naissance. Même si je sais que c'est John Randall Hennigan, mais bon, vous avez compris. Qui fait une promo en disant soit au vainqueur du match, qui pourrait devenir champion ou alors restera toujours, entre Rob Van Dam et MVP, en disant que l'un des deux légendes auquel aura l'occasion de l'affronter dans un prochain show au cours des minutes qui passent, et que ce soit Rob Van Dam, que ce soit MVP, que le meilleur gagne. C'est tout ce que je peux en dire de plus. Mais ce qui est sûr, c'est que le champion qu'il restera ou qui deviendra champion aura l'occasion d'affronter John Hennigan. Tout simplement. Donc après cette promo, passe à la présentation. Et le match débute, ça commence tranquillou avec du chain wrestling. Et après, bien sûr, au cours du match, ça va s'enchaîner grosse prise sur grosse prise. Les deux se testent au niveau de l'endurance physique et comme de l'endurance au niveau des prises, même si ça peut rimer à ça. C'est aussi un match auquel tout est permis. À mon avis, on leur a attribué une petite liberté de prendre des objets et de se mettre sur la gueule. C'est peut-être ça auquel je me dis, ils en sont capables. Ils en sont capables. Donc bien sûr, ils ont fait un petit tour dans le public, un peu comme avec les Warbis contre les Luchas. Ils ont fait un tour dans le public, ils ont fait égaler la foule. Rob Van Dam qui fait toujours égaler la foule en faisant ses signes de manœuvre. Rob Van Dam. Comme d'habitude. MVP, il peut être bon quand il est mieux lancé, même s'il n'a jamais été l'un des grands favoris au niveau de tout ce qu'il peut entretenir. Et pourtant, c'est quand même un excellent catcheur. Faut mieux pas de le descendre. Donc il y a eu des enchaînements, tentatives de playmaker, tentatives de bowling elbow, de Van Daminator avec une chaise, Van Dam Terminator et, Rolling Thunder. Il y a eu des tentatives, des contres, et après, pour enfoncer un peu le clou, des tentatives de Five Star Frog Splash qui ne passent pas, jusqu'à ce que la dernière sera la bonne, vu comment Rob Van Dam il couche forcément MVP avec un Van Daminator, je pense, et que là, il va commencer à faire son Five Star Frog Splash pour la victoire et en battant MVP. Donc, il conserve son titre du monde poids lourd de la PCW Ultra. Et ils se serrent la main, ils se font un câlin en guise de respect, comme quoi ils ont été un excellent adversaire entre les deux. Et je sais que c'est Rob Van Dam qui va affronter John Morrison, enfin John Hennigan. Mais bon, vous avez compris. Ce match-là, 3,70, je le mets ça, direct. Et auquel ça a été excellent, un peu à suivre. Donc voilà, tout se résume à ça. Maintenant, les matchs ensemble, la moitié était bien, mais le reste était allez, un peu coup-ci coup-ça. Je lui mets un 3,5. Pas parce qu'il était très très mauvais, hein. Encore une fois, ça peut passer, hein. Ça peut passer. Mais j'en ai décidé ainsi. Et moi, j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo de review.
C'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.